Aujourd'hui, replongeons-nous dans l'été 1966, au pays du brouillard. Cette année, à l'équipe nationale argentine envoya en Angleterre une génération de joueurs parmi les plus talentueux de l'histoire de l'Amérique du Sud, signant un parcours aussi émouvant que controversé lors de la Coupe du Monde. 1966. Alliant la virtuosité individuelle du tango à la ténacité et à la ruse connue, sous le nom de La Garra, les Argentins franchirent avec brio la phase de groupe. Cependant, ce parcours se transforma en une tâche indélébile. Lors du quart de finale contre l'Angleterre, pays hôte à Wembley, un match encore aujourd'hui, connu sous le nom de « vol du siècle », ou encore pour le carton rouge malheureux infligé au capitaine, plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis cet été infernal. Le temps a tout emporté comme un torrent façonnant des destins différents pour ces jeunes hommes. Certains sont devenus des légendes immortelles. D'autres ont choisi la solitude et d'autres encore ont connu une fin, tragique, prématurée. Écoutons maintenant l'histoire de la vie et du destin des soldats argentins de 1966. Antonio Ratten est bien plus qu'un simple milieu de terrain. Il est le cœur, l'âme et le moteur de l'équipe. À 29 ans, Ratten domine le milieu de terrain du haut de sa stature imposante et avec son style de jeu autoritaire. Leader né, il est toujours prêt à se jeter dans la mêlée, à se battre, avec acharnement et à contrôler le rythme du match avec sang-froid. L'image de Ratten quittant Wembley, piétinant le drapeau britannique et s'asseyant sur le tapis rouge de l'arène, après avoir reçu un carton rouge injuste, est devenu un symbole de résistance et de fierté nationale pour l'Argentine. Sa performance dépasse le simple cadre du football. Elle affirme son statut de leader inébranlable. Après cet été fatidique en Angleterre, la carrière de Ratten resta indissociable du maillot bleu et jaune de Boca Juniors. Étonnamment, durant toute sa carrière de footballeur, El Rata joua pour un seul club, Boca Juniors. Il devint l'un des plus grands joueurs fidèles à un seul club de l'histoire, remportant d'innombrables titres de champion national et laissant derrière lui un héritage de loyauté absolue. Après sa retraite, en 1970, Ratten ne se tourna pas immédiatement vers le coaching, mais vers un tout autre domaine, la politique. Fort de son prestige et de son influence, il fut élu au Congrès argentin et y siégea de 2001 à 2002. 2005, mettant son esprit combatif des terrains au service de la défense des droits du peuple. La vie personnelle de Ratten, à l'image de sa carrière de joueur, était un modèle de stabilité et de constance. Il mena une vie irréprochable, respecté non seulement pour son talent, mais aussi pour son élégance et sa courtoisie. Sur le terrain, comme en dehors, Ratten était toujours un leader, un homme de famille et un homme engagé dans sa communauté. Le contraste entre son rôle de pilier sur le terrain et son engagement politique indéfectible en dehors témoigne éloquemment de son caractère toujours présent pour les autres. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Antonio Ratten coule une retraite paisible à la campagne, entouré de ses enfants et petits-enfants. Malgré un rythme moins soutenu, le regard du capitaine s'illumine encore lorsqu'il évoque Wembley 1966, figure emblématique du football argentin. Il apparaît régulièrement dans les médias, véritable témoin vivant et source d'inspiration pour les jeunes générations. Luis Artimé était l'attaquant le plus redoutable de l'Argentine lors de la Coupe du Monde. 1966. À 27 ans, Artim était au sommet de sa forme. Auteur de 3 buts. Durant le tournoi, il incarnait à la perfection le tueur de surface sans fioriture. Il suffisait d'un moment d'inattention du défenseur adverse pour le punir. Son placement impeccable et sa finition polyvalente terrorisaient les défenses européennes, prouvant que le football sud-américain n'était pas seulement une question de technique, mais aussi d'efficacité implacable. Après son départ d'Angleterre, la carrière d'Artim a continué de s'épanouir,
mais elle s'est également illustrée au-delà des frontières argentines. Il a rejoint le Brésil pour jouer à Palmeiras, puis est devenu une légende vivante en Uruguay, avec le Nacional Cest. L'Aquarteam a atteint le sommet de sa gloire remportant la Copa Libertadores et la Coupe intercontinentale en 1971. Il était le genre d'attaquant dont rêvent toutes les équipes, un buteur né. Sa vie fut un véritable voyage et partout où il est passé, il a marqué l'histoire par des buts décisifs. En dehors des terrains, Luis Artim était un homme discret et modeste à l'opposé du bruit que ses buts provoquaient sur le tableau d'affichage. Il a fondé une famille unie et disciplinée et sa passion pour le football a été transmise à son fils Luis Fabian Artim, qui devint plus tard une idole au club de Belgrano Artime, menait une vie exemplaire sachant concilier la gloire passée et la sérénité présente. Son sang-froid et sa détermination devant le but semblaient contraster avec sa nature calme et douce au quotidien. Aujourd'hui, longtemps après avoir pris sa retraite du football, Luis Artim coule des jours paisibles. Il apparaît rarement dans la presse, préférant vivre loin de l'agitation du monde du football moderne. Pourtant, lorsqu'on évoque les plus grands attaquants que l'Argentine ait jamais connus, le nom de Luis Artime est toujours cité avec le plus grand respect. Il est la preuve qu'un héros n'a pas besoin d'être sous les feux de la rampe pour rester dans les mémoires. Roberto Perfumo, surnommé El Mariscal. Le maréchal incarnait l'excellence défensive à 23 ans. Perfumo jouait avec la maturité d'un vétéran. Non seulement il était redoutable dans les duels, mais il possédait également une lecture du jeu exceptionnelle et une maîtrise du ballon, digne des meilleurs milieux de terrain. Perfumo a redéfini le rôle du défenseur central en Argentine. Défendre ne se limitait plus à dégager le ballon, mais impliquait aussi de lancer des attaques. Ses performances en Angleterre, en 1966, ont suscité l'admiration du monde entier pour ce rock capable de danser. La carrière de Perfumo fut une succession de succès éclatants, piliers de la grande équipe du Racing Club, qui remporta la Coupe intercontinentale de 1967, une première pour une équipe argentine. Il poursuivit ensuite sa carrière fructueuse au Brésil avec Cruzeiro avant de revenir en Argentine à River Plate. Après sa retraite de joueur, Perfumo opta pour une carrière d'entraîneur, se tournant finalement vers le commentaire sportif et l'analyse pointue. Grâce à son érudition et à son style concis, il devint l'une des voix les plus populaires de la version espagnole d'ESPN diplômé en psychologie sociale. Il témoigna également d'une grande intelligence en dehors des terrains. La vie de Perfumo est un modèle d'homme intellectuel accompli et épanoui. Respecté par ses collègues, adulé par son public et fier de sa famille. Il apparaît toujours avec une allure distinguée, un sourire bienveillant et des réflexions philosophiques sur le football. Il semble que la vie ait gratifié le maréchal d'une fin heureuse après des années de combats glorieux. Il travaille toujours avec acharnement, continue d'apparaître à la télévision pour partager sa passion du football et jouit toujours d'une santé et d'une lucidité remarquables. Cependant, ce parcours exceptionnel s'est brutalement interrompu. Le 10 mars 2016, Roberto Perfumo s'est éteint à l'âge de 73 ans après une chute dans les escaliers d'un restaurant de Buenos Aires. Sa disparition soudaine a profondément bouleversé les supporters et les médias, argentins laissant un vide immense. Son héritage ne se limite pas à ses titres, mais incarne aussi l'image d'un gentleman du football, une légende talentueuse au destin tragique. Silvio Marzolini, élu meilleur latéral gauche de la Coupe du Monde cette année par les experts, à 25 ans, Marzolini apportait une touche de romantisme à son poste. Cheveux blonds, ondulés et visage d'acteur. Il jouait avec grâce, alternant attaques et défenses, avec rythme et recourant, rarement à des fautes grossières. Il était la preuve que le football n'était pas seulement un sport de combat, mais aussi un art. Cette année-là, Marzolini ne se contentait pas de neutraliser les attaquants adverses. Il a également conquis le cœur de millions de spectateurs.
Mazzolini a passé toute sa carrière de joueur à Boca Juniors, où il est devenu une légende. Il a refusé de nombreuses offres lucratives de grands clubs européens, dont le Real Madrid et l'AC Milan, pour rester fidèle à la Bombonera. Après sa retraite, il s'est tourné vers l'entraînement et a mené Boca Juniors au titre de champion en 1996e saison, où le légendaire Diego Maradona a brillé de mille feux sous les couleurs du club. Marzolini n'était pas seulement un grand joueur, il était aussi un mentor et un mentor précieux pour le Golden Boy dans la vie. Marzolini est connu pour être un homme de grande valeur, modeste et loyal. Il mène une vie de famille paisible à l'abri des scandales. Son image sur le terrain, celle d'un défenseur hors pair, se reflète étrangement dans sa vie privée, toujours élégant, soigné et plein de dignité. Depuis sa retraite, il consacre la majeure partie de son temps aux activités communautaires de Boca Juniors et profite de la joie d'être entouré de ses enfants et petits-enfants. Il incarne un amour pur et éternel pour le ballon rond. Cependant, la loi de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort n'épargne personne le 17 juillet 2020. Silvio Mazzolini s'est éteint à l'âge de 79 ans après une longue lutte contre une grave maladie. Sa disparition a plongé le monde du football dans le deuil et plus particulièrement les supporters de Boca Juniors. Il nous a quittés, mais l'image de ce défenseur, courageux à la chevelure blonde au vent à Wembley, en 1966 restera à jamais gravée dans les mémoires. En 1966, Hermindo Onega incarnait le rôle de cerveau et de meneur de jeu de l'attaque argentine à 26 ans, El Ronco. L'homme à la voix rauque possédait une vitesse fulgurante, une technique individuelle exceptionnelle et une vision tactique aiguisée. Il était le lien parfait entre le milieu de terrain et l'attaquant Luis Artim, créant de superbes combinaisons qui mettaient à mal les défenses adverses. Lors de la Coupe du Monde, 1966, Onega marqua un but et réalisa d'innombrables passes lumineuses, démontrant ainsi son statut de l'un des meilleurs numéros. Dix jamais produit par River Plate. La carrière d'Onega se poursuivit ensuite à River Plate, où il devint l'un des plus grands attaquants de l'histoire du club malgré son positionnement en retrait. Il forma un duo redoutable avec son jeune frère, Daniel Onega. Il joua par la suite pour Peñarol Uruguay et Vélez Sarsfield. On se souvient d'Onega comme d'un joueur intelligent aussi, à l'aise avec sa tête, qu'avec ses pieds, un véritable gentleman sur le terrain, généreux et dévoué. Onega est très discret sur sa vie privée, apprécié de ses amis et coéquipiers pour sa gentillesse, sa sociabilité et sa générosité. Il a pris sa retraite à 37 ans et mène désormais une vie simple loin des projecteurs. Il envisage de s'investir dans la formation des jeunes afin de transmettre son précieux savoir-faire. C'est une personne qui vit pleinement sa vie avec passion sans jamais se laisser griser par la célébrité et qui garde toujours sa sérénité. Cependant, le destin s'acharna sur l'artiste. Le 21 décembre 1979, alors qu'il se rendait en voiture avec sa famille, à Rosario, Hermindo Onega fut victime d'un tragique accident de la route. Il mourut sur le coup à l'âge de 39 ans, alors que sa vie après, sa carrière commençait à peine. La disparition soudaine de El Ronco fut une immense perte pour le football argentin qui perdit prématurément un talent exceptionnel et une personnalité marquante. Cette année, Antonio Roma gardait les buts de l'Argentine surnommé Tarzan. Pour ses arrêts spectaculaires, il était à 33 ans, un pilier mental pour ses coéquipiers. Grâce à ses réflexes exceptionnels et à son contrôle du terrain, il a réalisé 2 clean sheets en 4 matchs lors de la Coupe du Monde. 1966. Roma n'était pas qu'un simple gardien. C'était un véritable guerrier dans les cages prêt à se jeter aux pieds de l'adversaire pour protéger son but. Sa solidité a permis à l'Argentine de devenir l'une des équipes les plus difficiles à battre du tournoi.
La carrière de Roma à Boca Juniors fut légendaire. Il y disputa plus de 300 matchs et devint une véritable icône. Son arrêt sur penalty face à Dillem River Plate en 1972 restera gravé dans les annales du football argentin, offrant directement le titre de champion. À Boca, après sa retraite en 1974, Roma resta proche du monde du football, mais renonça à une carrière d'entraîneur professionnel, préférant se consacrer aux affaires et soutenir ses anciens joueurs. Dans la vie, Tarzan. Roma est un homme doux et paisible à l'opposé de sa férocité sur le terrain. Il mène une vie simple, aime sa famille et est respecté par la communauté pour son intégrité. Il participe régulièrement à des matchs de charité et est un ambassadeur exemplaire. Sa vie s'écoule sereinement sans événements marquants en récompense de ses années de dévouement au jeu. Le 20 février 2013, le légendaire Antonio Roma s'est éteint à l'âge de 80 ans des suites de son grand âge et d'une santé fragile. Il laisse derrière lui un immense regret, mais aussi la paix pour ses supporters. Son héritage est celui d'une véritable homme araignée qui a consacré sa vie à défendre le but et les belles valeurs du sport. Oscar Pinino. Mas était le Benjamin de l'équipe d'Argentine de 1966. À seulement 19 ans, il débordait d'enthousiasme et d'insouciance caractéristique de la jeunesse, doté d'un pied gauche exceptionnel et d'une vitesse fulgurante. Mas était un véritable poison sur l'aile. Malgré son jeune âge, il ne se laissa pas impressionner par l'enjeu et joua avec assurance et combativité. La performance de ce jeune homme de 19 ans cette année la confirma l'existence d'un immense talent qui allait briller de mille feux. Après la Coupe du Monde de 1966, la carrière de Pinino Mas prit son envol. Il devint une légende à River Plate et l'un des plus grands attaquants de l'histoire du championnat argentin, l'apogée de sa carrière, le mena en Europe au Real Madrid. Un honneur rare à l'époque. En Espagne, même si son passage fut bref, il laissa une empreinte indélébile. La carrière de Mas fut celle d'une star offensive qui prenait toujours plaisir à marquer des buts et à briller sur le terrain. Dans la vie Oscar, Mas est connu pour être drôle, bavard et plein d'esprit à l'image de son surnom, Pinino. Sa vie est riche en événements et en anecdotes. Malgré quelques petits soucis financiers et des déclarations surprenantes après sa retraite, il reste un homme qui croque, la vie à pleines dents et qui est adoré de ses fans. Il évoque toujours le bon vieux temps avec un enthousiasme tel qu'on croirait que c'était hier. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Oscar Mas est toujours en pleine forme et apparaît régulièrement dans des émissions de débat sur le football. Il se fait conteur témoin vivant qui suscite rire et nostalgie chez son public. La passion qui brillait dans les yeux du jeune homme de 19 ans ne s'est jamais éteinte. Désormais, elle transparaît dans les histoires qu'il transmet à la nouvelle génération. Jorge Solari, surnommé El Indio. Le Rouge était un milieu de terrain argentin infatigable et puissant lors de la saison 1966 en Angleterre. À 24 ans, il incarnait l'infatigable ailier droit attaquant et défendant sans relâche. Moins flamboyant qu'Onega, où Artem Solari a conquis le public par son enthousiasme, sa discipline et son esprit d'équipe remarquable. Il était un élément indispensable à l'équilibre du jeu de l'équipe. Après sa retraite sportive, Jorge Solari a prouvé que son talent pour le football ne se limitait pas à la course. Il est devenu un entraîneur de renom dirigeant de nombreux grands clubs et menant même l'équipe d'Arabie Saoudite en phase de groupe de la Coupe du Monde pour la première fois en 1994. Mais son plus grand héritage est sans doute la construction d'un véritable empire du football portant le nom de Solari. Il est l'oncle de Santiago. Solari, ancien joueur et entraîneur du Real Madrid, d'Esteban Solari, et le beau-père de Fernando Redondo.
Il a nourri et bâti l'une des familles les plus prestigieuses du football mondial. La vie de Solari était entièrement consacrée au football du matin, au soir de sa jeunesse à sa vieillesse. Il a fondé le club Renato Cesarini, un centre de formation renommé en Argentine, qui a notamment révélé Javier Mascherano et Martin de Michelis, pédagogue dévoué. Il était un véritable pédagogue toujours soucieux du développement du football dans son pays. Sa vie fut un engagement sans faille de ses débuts, comme ailier travailleur à son rôle de grand architecte du football. Aujourd'hui, malgré son âge avancé, Georges Solari n'est pas encore totalement à la retraite. Il continue de suivre de près ses enfants et ses élèves, et joue toujours le rôle d'un conseiller professionnel de renom. Son parcours est la preuve vivante qu'un joueur ne brillait pas seulement sur le terrain, mais peut aussi semer les graines d'un avenir meilleur. Roberto Ferreiro, affectueusement surnommé Pipo, était un symbole de solidité et de discipline de fer. À 31 ans, Ferreiro était l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe cette année-là. Il a disputé les 4 matchs de la Coupe du Monde, 1966 avec une régularité étonnante. Sans fioriture ni ostentation, Ferreiro était comme un rempart annihilant silencieusement les attaques adverses. C'est lui qui maintenait le rythme, le soutien rassurant, qui permettait à ses coéquipiers de briller. Après le tournoi en Angleterre, la carrière de Ferreiro s'est inscrite dans l'histoire du club Independiente, où il est devenu une légende vivante, capitaine exemplaire. Il a remporté 2 Copa Libertadores consécutives en 1964 et 1965 avant la Coupe du Monde et était resté un pilier de l'équipe les années suivantes. Mais le talent de Ferreiro ne s'arrêtait pas au football. Après avoir raccroché ses crampons, il est devenu un entraîneur brillant. Il a été le principal artisan de l'ascension d'Independiente au sommet du football mondial avec la victoire en Coupe intercontinentale en 1973 face à la Juventus et du retour de l'Argentine à la Coupe du Monde. 1974, après une absence remarquée en 1970. En dehors des terrains, Pipo. Ferreiro était un homme d'humilité et de dévouement. Il ne s'est jamais vanté de ses exploits. Sa vie était intimement liée à sa famille et à son amour indéfectible pour le maillot rouge d'Independiente. Il menait une vie simple, respecté non seulement pour son talent, mais aussi pour sa noblesse de caractère. Toujours attentif aux jeunes générations de joueurs, il a conservé l'intégrité d'un mentor d'un aîné exemplaire. Sa constance sur le terrain semblait refléter sa personnalité, un pilier inébranlable face à l'adversité. Cependant, le parcours de cette figure emblématique a lui aussi pris fin. Le 20 avril 2017. Roberto Ferreiro s'est éteint à l'âge de 80 ans. Son décès a plongé la famille Independiente et le football argentin dans un profond chagrin. Il est parti avec l'image d'un gentleman du football défensif qui avait consacré sa vie entière à un dévouement discret mais glorieux. Rafael Albrecht, jeune homme de Tucumán, fut une figure marquante de l'équipe de 1966. À 24 ans, il débuta 3 matchs et laissa une empreinte, disons intense. Défenseur central intraitable. Albrecht n'hésitait pas à s'engager physiquement. Son moment le plus mémorable et le plus regrettable du tournoi fut son carton rouge contre l'Allemagne de l'Ouest pour une faute sur Wolfgang Weber. L'image d'Albrecht quittant le terrain furieux devint emblématique de la Garra, l'esprit combatif, parfois excessif, qui animait l'Argentine de l'époque. Il serait toutefois injuste de réduire Albrecht à ses seuls exploits. Après la Coupe du Monde, il est devenu une légende de San Lorenzo en tant que membre de l'équipe invaincue des Matadors en 1968. Étonnamment, malgré son poste de défenseur central, Albrecht était aussi un tireur de pénalty redoutable. Il a inscrit 95 buts au cours de sa carrière, un chiffre incroyable pour un défenseur, la plupart sur pénalty.
une arme qu'il a rarement manquée. Il a ensuite rejoint le Club León au Mexique où il est également devenu une légende. La carrière d'Albrecht fut un mélange de défense intraitable et d'une efficacité redoutable sur penalty. Après sa retraite, la vie personnelle d'Albrecht fut plutôt paisible, malgré quelques hauts et bas. Il s'installa à Buenos Aires et tenta un temps sa chance dans le commerce de pièces automobiles. Contrairement à son image de joueur redoutable sur le terrain, Albrecht était en dehors des terrains un homme calme, discret et introverti. Il apparaissait rarement dans les médias, préférant vivre reclus et se remémorer les belles années passées avec ses anciens coéquipiers. On dit que sa combativité sur le terrain n'était qu'une façade pour protéger ses cages et qu'au fond, il cachait l'âme sensible d'un enfant de Tucumán. Le 3 mai 2021, alors que le monde était encore sous le choc de la pandémie, Raphaël Albrecht s'éteignait à l'âge de 79 ans après 2 semaines d'hospitalisation pour une grave pneumonie. Sa disparition nous rappelle la disparition d'une génération de défenseurs centraux d'acier, dont chaque cicatrice était une médaille de courage. Alberto Mario González, surnommé Gonzalito, fut l'un des joueurs argentins les plus infatigables en Angleterre en 1966. À 24 ans, il disputa les 4 matchs. S'il ne possédait pas la technique Don, attaquant son surnom El Ventilador, le ventilateur, en disait long. Ce surnom faisait référence à son infatigable activité, à sa capacité à ventiler le jeu de l'équipe, créant des espaces pour que des stars comme Marzolini et Onega puissent briller. C'était le genre de joueur qui se sacrifiait discrètement, accomplissant les tâches ingrates pour assurer le bon fonctionnement de l'équipe. La carrière de González en club est indissociable de l'âge d'or de Boca Juniors dans les années 1960. Avec plus de 200 matchs disputés sous les couleurs de Boca, il remporta 3 championnats nationaux. Gonzalito incarnait l'esprit de Boca se battre jusqu'à l'épuisement. Après son départ de Boca, il joua brièvement pour Banfield avant de prendre sa retraite, bien qu'Will n'ait pas été la star la plus médiatisée. Il demeurait aux yeux des entraîneurs un atout stratégique indispensable. Après sa retraite, Alberto Mario González mena une vie très simple à l'image de sa personnalité discrète. Il fuyait, les projecteurs ne participaient pas aux débats footballistiques télévisés et n'entamait aucune carrière d'entraîneur. Il choisit la vie d'un supporter fidèle suivant son ancienne équipe depuis les tribunes ou devant son écran. Cette humilité le rendait d'autant plus apprécié. Un héros sans panache, un travailleur acharné qui avait consacré les plus belles années de sa jeunesse au football. Il y a peu, le 26 février 2023, Alberto Mario González s'est éteint à l'âge de 96 ans. La disparition du supporter de l'année s'est faite discrètement, mais a laissé un grand vide chez les supporters les plus anciens de Boca Juniors. Ils se souviennent de lui comme d'un symbole de dévouement qui a prouvé qu'au football, ce sont parfois les courses sans ballon qui comptent le plus. José Omar Pastoriza, surnommé El Pato. Le Canard fut sélectionné en équipe d'Angleterre en 1966 à l'âge de 24 ans. Bien que son rôle sur le terrain lors de ce tournoi n'ait pas été particulièrement marquant en raison de la forte concurrence, il lui permit de se faire connaître du grand public. Pastoriza n'était pas seulement un milieu de terrain talentueux, capable de contrôler le jeu et de décocher des coups, Franck's puissance. Il était aussi un leader né. Il dirigeait l'Association des footballeurs argentins, Agremiados, et mena la grève historique de 1973 pour revendiquer les droits des joueurs. Son charisme de leader était déjà évident lorsqu'il était joueur. Le plus grand moment de la carrière de Pastoriza s'est déroulé au chapitre suivant, lorsqu'il est devenu entraîneur, figure immortelle d'Independiente. Il a mené l'équipe à innombrables titres dont la Copa Libertadores et la Coupe intercontinentale. Il est célèbre pour son style de management, inspirant, qui lui permettait de gagner le cœur de ses joueurs et de les galvaniser. Sa devise, aller sur le terrain et jouer comme des hommes, est devenue un principe directeur pour des générations de joueurs.
La vie de Pastoriza était toujours intense et passionnée. Sociable, il adorait faire la fête et profiter de la vie nocturne. Il était toujours au centre de l'attention. Mais derrière cette apparence rude se cachait une passion dévorante pour le football et pour ses coéquipiers. Il vivait chaque instant pleinement aimé et détestait sans détour, et protégeait toujours ceux qu'il aimait. Sa générosité lui a valu des amis partout des plus grandes stars aux simples employés de service. Pourtant, ce cœur passionné cessa soudainement de battre. Au petit matin du 2 août 2004, José Omar Pastoriza décéda d'une crise cardiaque à son domicile de Buenos Aires alors qu'il était encore entraîneur principal d'Independiente à l'âge de 62 ans. La disparition de El Pato fut un choc immense plongeant l'Argentine entière dans la stupeur. Ses obsèques furent parmi les plus importantes du monde du football. Des milliers de personnes vinrent rendre un dernier hommage à un leader, un grand frère. Hugo Gatti, surnommé El Loco. Le fou, lors de la Coupe du Monde, 1966. Gatti n'avait que 21 ans et était le gardien, remplaçant d'Antonio Roma. On savait peu de choses sur ce jeune homme à l'époque, mais quelques années plus tard, il allait révolutionner le rôle. Du gardien de but, Gatti ne se contentait pas d'attraper le ballon. Il le jouait, il sortait souvent de sa surface, utilisait ses pieds comme un libéro portait des tenues colorées et des bandeaux sur sa longue chevelure. Il était un pionnier, l'incarnation même de l'innovation dans les buts. La carrière de Gatti s'est prolongée jusqu'à l'âge de 44 ans, un parcours impressionnant. Il est devenu une légende à Boca Juniors, le rival historique de River Plate où il évoluait. Il fut le héros de la séance de tir au but qui offrit à Boca sa première Copa Libertadores en 1977. Gatti transformait chaque match en un véritable spectacle personnel dont il était à la fois l'acteur principal et le metteur en scène. Son talent et sa folie exerçaient une fascination étrange, suscitant chez le public à la fois crainte et excitation intense à chaque fois que le ballon arrivait dans ses pieds. La vie privée de Gatti est aussi étrange que sa façon de jouer au football. Franck, il n'hésite pas à provoquer et a une vision très personnelle du football, allant parfois à contre-courant. Après sa retraite, loin de se retirer, il a continué à rechercher la lumière des projecteurs. Il est devenu un commentateur sportif renommé notamment en Espagne dans l'émission El Chiringuito. Il y a conservé sa forte personnalité, n'hésitant pas à faire des déclarations fracassantes et à alimenter des débats passionnés. Aujourd'hui, à 80 ans, Hugo El Loco. Gatti mène une vie toujours aussi trépidante, voyageant entre l'Argentine et l'Espagne, malgré ses cheveux gris et les épreuves liées à la COVID-19, qu'il a vaincu avec brio. Son tempérament fougueux et sa passion pour le football sont restés intacts. Il est toujours là, sur le petit écran, continuant à s'exprimer avec passion, incarnant une âme d'artiste libre, affranchi des contraintes de l'âge et des conventions.